Nous sommes ici à l'Institut du monde arabe, qui fait vivre à Paris la richesse, la vitalité d'une très grande civilisation dans la diversité de ses peuples, le monde arabe. Qu'est-ce que le monde arabe a à nous dire? Car il ne se résume pas aux oppressions qu'il subit, aux violences qui le traversent. À l'heure de la guerre génocidaire d'Israël contre le peuple de la Palestine, en riposte au massacre du 7 octobre 2023, à l'heure où cette guerre a été étendue à la région avec des frappes sur les populations civiles au Liban, à l'heure de l'étonnement du renversement d'une des pires dictatures de la région, celle des Assad en Syrie, entre espoir et désespoir, nous en parlons avec la romancière et essayiste libanaise venue exprès de Beyrouth, Dominique Eddé. C'est l'échappée. Bonjour Dominique Eddé. Bonjour Edwy Plenel. Bienvenue à l'échappée. Nous sommes ici à l'Institut du monde arabe, qui est au cœur de Paris, de la capitale de la France, fait vivre la richesse, la vitalité des cultures, des civilisations, des peuples du monde arabe. Et dans cette pluralité, vous êtes aujourd'hui l'une des voix les plus singulières. Vous êtes venue de Beyrouth, où vous vivez, vous êtes romancière, essayiste libanaise, spécialement pour cette émission. Et comme je le disais, vous êtes pour moi l'une des voix libres, indociles, intraitables sur tous les principes qui, au cœur des malheurs qui s'abattent sur le monde arabe, mais aussi des espérances, des résistances, s'expriment. Quand nous avons pris ce rendez-vous, nous pensions le faire au fond avec cette thématique qui est celle d'un de vos romans, en 1999, Pourquoi il fait si sombre, à l'heure de la guerre génocidaire de l'État d'Israël contre le peuple de Palestine, en riposte au massacre du 7 octobre. Et puis, voilà, quelque temps après, et nous parlons quelques jours après cet événement, est arrivée la surprise syrienne. Comment l'avez-vous vécue? Dans le cadre d'un vertige qui avait déjà plus d'1 an, puisqu'il a commencé le 7 octobre, il a été suivi de 7 octobre quotidien pendant plus d'1 an, et donc le deuil s'est installé dans nos vies et un immense chagrin. Et donc c'est vrai que nous venions d'être bombardés durant 2 mois au Liban, de voir le sud quasiment rasé sur nos écrans de télévision, et tout d'un coup, l'extraordinaire nouvelle attendue depuis si longtemps, qui était la chute du régime sanguinaire de Assad. Alors, pour trouver un mot qui puisse vraiment décrire mon sentiment, je ne suis pas sûre de le trouver. C'est un mélange de, bien sûr, d'immense soulagement, de grande joie pour la joie de tous ceux qui ont, syriens ou même libanais, parce que nous avons tous eu à souffrir de ce régime. Et vous Il y a eu savez, plusieurs décennies de protectorat syrien sur le Liban, d'attentats, de crimes commis contre la absolument, résistance du peuple libanais. absolument. Et vous savez, peut-être que vous avez eu la gentillesse de parler de ma singularité. Peut-être que ce qui fait cette singularité et qui fait aussi que je ne suis pas représentative, c'est que, je n'ai pas, su faire la différence entre un drame qui survenait, à Gaza, à Jérusalem, à Damas ou à Beyrouth. Ça fait partie d'une génération à laquelle j'appartiens, pour qui, nous étions les héritiers d'un nationalisme arabe qui avait cru, dans ces luttes entamées, pour ma part, avant même l'âge de 20 ans, c'était de se battre pour la laïcité et pour la citoyenneté, au-delà des communautarismes, dans cette partie du monde. Et donc nous n'étions pas prisonniers encore des découpages qui avaient eu lieu durant la période mandataire et qui ont donné la carte géographique que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Donc pour moi, le soulagement d'un prisonnier libéré d'une geôle syrienne ou libanaise ou palestinienne ou israélienne, c'est le même. Oui, c'est l'égalité. Vous savez, dans les textes, vous avez publié beaucoup de tribunes comme des
bouteilles à la mer, des C'est cris ça, d'alarme, c'est ça. notamment dans le quotidien Le Monde. Et juste le 25 novembre 2024, c'est vraiment quelques jours avant que démarre cette offensive éclair de la rébellion syrienne, vous faisiez un nouveau texte sur la situation névrotique, comme vous disiez, dans laquelle est plongée cette région du monde, où la défense de soi passe par l'abolition de l'autre, et c'était notamment une interpellation du pouvoir israélien. Et ça m'a rappelé un autre texte plus ancien, très très fort, de vous, où vous disiez, c'était à propos du Liban, et vous faisiez du Liban, au fond, la métaphore du monde. Le naufrage du Liban, c'est bien plus que celui d'un pays. Et vous soulignez combien ce qui était en jeu dans la diversité d'un pays comme celui-là, mais on pourrait dire la même chose de la Syrie et de à peu près tous les pays de la région, c'est la question de la mixité, de la gestion des Absolument. différences, qui vaut pour tout le monde. Et je vous cite: le sauvetage de cette pluralité, ni les Turcs, ni les Iraniens, ni les Saoudiens dans leur régime actuel n'en ont cure. Quant au pouvoir israélien, il a clairement confirmé son camp en votant la loi sur l'identité d'un État exclusivement juif. La mixité est son ennemi numéro un. C'est un choix de purification, de séparation, d'apartheid. C'est la victoire de la masse contre la différence, de la tribu contre la personne, de la phobie contre la vie. C'est l'abolition de la couleur. Vous dites que c'est une voix, la vôtre, pas représentative, mais en fait, c'est la voix de l'humanité, Écoutez, de l'égalité. j'aimerais que ce soit en effet une voix qui protège en permanence, ce que nous avons de plus précieux, qui est évidemment l'humanité, qui est très, très malmenée à l'heure qu'il est, de par le monde, au-delà même du Moyen-Orient. Nous sommes dans une période vertigineuse de l'histoire où la réalité que vous évoquiez comme, passant d'un état, névrotique à un état psychotique, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de perdre pied un peu partout et les nationalismes s'enflamment au moment même où le défi et celui de l'universel, avec l'arrivée en puissance de l'intelligence artificielle qui réclame quoi pour finir? Que notre intelligence humaine se mette doublement au travail, parce que c'est au moment où nous allons pouvoir faire ce qu'elle ne peut pas faire, l'intelligence artificielle, que nous devons redoubler d'efforts. Et cet effort consiste à introduire de la différence partout et tout le temps, chaque fois que des notions massives veulent l'emporter sur la pensée, je dirais, de l'être. C'est l'être qui est en danger aujourd'hui. Donc, si vous voulez, tout ce qui se passe depuis plus d'1 an dans la partie du monde d'où je viens est en effet, j'aime pas beaucoup le mot représentatif, mais il dit beaucoup de ce qui risque d'arriver au monde si nous ne faisons pas très, très attention à ne pas céder au communautarisme. Alors, vous me demandiez mon sentiment avec la libération de la Syrie. Évidemment, vous savez, j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à écrire un livre qui portait sur les prisons en Syrie, sur les services de renseignement, sur ce régime mangé de l'intérieur. J'ai vécu la pourriture au jour le jour pour arriver à donner corps physiquement à ce monde très peu séduisant. C'était pas mon propos de faire un livre séduisant. Mon propos, c'était de faire un livre qui dise, il l'a dit avec de l'avance, ce qui nous pendait au nez, c'est-à-dire l'effritement d'un monde. Mais en écrivant, mon souci permanent est de voir en effet comment ne pas se réjouir des petites victoires qui peuvent annoncer, sinon de grands désastres, de nouveaux désastres. Or, vous savez, je m'inscris plutôt dans la lignée de gens comme Pierre Vidal-Naquet ou Maxime Rodinson, qui ont été pour moi, non pas des maîtres à penser, parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'esprits aux idées très différentes et j'ai puisé comme je pouvais à droite, à gauche. Mais ils m'ont fait voir à quel point le communautarisme pouvait devenir une forme de nationalisme et remplacer le projet universel qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur. En même temps, Dominique Hédé,
comme toujours, hein, l'histoire n'est pas écrite et souvent, quand on ne voit que les États, que les puissances, que les pouvoirs, on ne voit pas l'inventivité des peuples qui peuvent être capables du pire, mais aussi du meilleur. C'est une révolution qui se passe en Syrie au bout de 13 ans, d'un moment, il ne faut pas l'oublier, en 2011, où la diversité justement des communautés, des origines, des sensibilités politiques se sont soulevées pacifiquement contre ce régime. Et donc il y a d'abord un moment quand même à partager, qui est un moment, d'étonnement, de joie. Et Absolument. je vous dis ça parce que vous parliez donc de ce livre, ce roman, Kamal Jan, hein, qui est d'ailleurs le Qui veut grand dire roman qu'il est du devenu Moyen-Âge. fou. Jeanne, ça veut dire est devenu fou. Oui, Or le 3/4 des populations sont au bord de la folie oui, actuellement. mais là, dans l'invention, on va voir comment ça s'écrit, à laquelle nous assistons, il faut quand même s'arrêter parce qu'il y a une telle inculture, y compris dans notre classe politique française. Il ne faut pas considérer qu'ils savent, alors que c'est facile de savoir. Ce que raconte votre roman, mais ce qui a été documenté par tous les chercheurs, et notamment il y a 2 ans, ce livre noir, Le pays brûlé. Ce régime qui vient de tomber était un des pires régimes de la Absolument, planète, absolument. et avec lequel l'Occident, dans toutes ses formes, de droite comme de gauche, d'extrême droite, voire certains d'extrême gauche par anti-impérialisme, a pactisé. Vous faites, il y a un moment là, c'est un diplomate français que vous avez inventé. Les Z, c'est le nom de ce régime. Votre livre commence par, c'est les TZ, il s'appelle Oui, TZ, c'est Assad en Assad, réalité. et votre livre commence par le chef des services de renseignement qui va, je spoil, qui va mourir dans l'histoire, Saïf Eddin Jan. Et c'est une histoire comme les Atrides, toute une famille, tout le monde va être dévoré au fond, hein. Voilà. Les Z gouvernent en se gouvernant. Ils sont une figure grandiose et dégénérée de la structure qui régit le Moyen-Orient, la structure familiale. Elle est debout parce que chacun tient l'autre. Les fantômes cimentent les liens. D'où peut venir la faille, etc., etc. Alors c'est la vision de ce diplomate français. Est-ce que, en ne voyant ça que sous cet angle, est-ce que justement ce personnage que vous inventez à son tour, ne voit que le monde d'en haut, que le monde des classes dominantes Ah oui, et pas les peuples? je pense que je suis très sévère pour ce personnage dans le livre et ce qui d'ailleurs a probablement gêné plus d'un ici à Paris au moment de la sortie de ce livre parce que, Beaucoup se j sont reconnus, c'est ça que vous voulez beaucoup dire? ont cru se reconnaître alors que je l'avais vraiment inventé en en cueillant, en faisant la moisson, de beaucoup de personnages rencontrés, à mon arrivée en France quand j'ai travaillé aux éditions du Seuil et où malgré tout, C'est le début des années 80, c'est c'est la fin des années 70, 70. début 80 et je dois avouer que, bon, c'est des années qui étaient très heureuses d'un certain point de vue, mais il y a eu, l'expérience d'une certaine arrogance, dans un certain milieu intellectuel français qui malheureusement, bien que la France perde de la vitesse et du poids dans la marche du monde, cette arrogance, au lieu de s'apaiser, je dirais, s'incruste. Mmh. Et donc je ne suis pas malheureuse d'avoir fixé ce personnage qui n'est personne en particulier, sinon Dorval, je crois que c'est son nom, Ouais. mais qui est effectivement ce ton. Il y a un ton dans l'assurance et un ton péremptoire qui, en quelque sorte, prouve une certaine impuissance. Oui, vous l'avez vu avec ce président français qui a voulu dire aux Libanais ce qu'ils devaient faire et quel président ils devaient élire et ainsi de suite. Vous avez vu ça? Oui, Il mais s'appelle Emmanuel Macron. vous savez, nous avons vu, tous les pouvoirs de la région, pas seulement lui et nous voyons les Américains, nous voyons tout le monde à l'œuvre pour perpétuer ce qu'on appelle le colonialisme sous une forme, dite moderne, mais c'est toujours le même, c'est-à-dire on va décider, des frontières, des modalités, des gouvernants et tout le monde s'y met. Alors je comprends que vous, depuis Paris, vous ayez une dent particulière contre Macron. Moi, je dirais que j'ai une dent contre tous ceux qui participent de cette entreprise qui finit par devenir très humiliante et qui, à force d'humiliation, a permis à la relève de s'appeler une relève religieuse au lieu d'être une relève laïque. Et là-dessus, malheureusement, je ne peux pas ne pas réagir. Je vous comprends et je comprends ô combien
la joie et le sentiment d'une révolution en cours. Mais pour moi, c'est encore trop tôt. Je ne sais pas où nous allons et je sais qu'il y a quand même d'abord une défaite à accuser. Notre génération, ceux qui se sont battus pour un autre Moyen-Orient, nous sommes au jour d'aujourd'hui des gens défaits. Et la défaite n'est pas un mauvais endroit d'où penser. C'est même peut-être le meilleur, mais il faut l'accepter. J'avais, à propos de l'excellent livre de Samir Assir que vous avez sur la table, et qui s'appelle Considérations sur le malheur arabe. Il faut préciser qui est Samir Kassir, qui est un Oui, confrère, un journaliste qui a assassiné par les voilà, assassiné en 2005 par la dictature syrienne, Absolument. alors qu'il était une des grandes voix. Ce qu'on a oublié, il y a eu beaucoup de printemps arabes et il y a eu un printemps libanais en 2005, comme il y en a eu un autre ensuite en 2019, sans cesse, c'est comme les vagues qui essayent. C'est pour ça que j'insiste sur les peuples quand même. Alors c'est là que nous allons avoir peut-être un bout de conversation. Mais ces considérations sur le malheur arabe est un livre formidable, publié par notre ami Farouk Mardambey à Actes Sud Sinbad, qui est un exilé franco-syrien depuis, ça fait 50 ans qu'il n'a pas vu son pays. Et là, c'est un livre sur le thème, mais arrêtons de nous lamenter, voyons notre responsabilité dans nos propres malheurs. Oui, mais alors justement, moi vous avez tout à fait raison, et j'aurais aimé que ce livre s'appelle, pour le lecteur, Considérations sur la défaite arabe. Parce que dans le malheur, il y a l'idée d'une malédiction. Et il y a des journalistes qui m'appellent pour me dire, mais quoi, il y a une malédiction sur votre pays, et là, le destin ne nous appartient plus. Or, pour moi, il y a défaite. Et une défaite, c'est une matière à penser. Et vous me demandiez finalement, au fond, de qui je me réclame. Je me réclame sur la question de penser la défaite d'un penseur comme Nietzsche, parce qu'il nous a bien dit que c'était à partir de là qu'on pouvait vraiment ouvrir des horizons. Nous ne l'avons pas encore fait dans le monde arabe. Je ne suis pas sûre qu'ici même, dans le bâtiment où nous sommes, nous l'ayons suffisamment creusé. Or, c'est un thème passionnant, parce que c'est à partir de là que quelque chose commence. On retrouve chez Walter Benjamin et chez d'autres dans l'histoire le stalinisme, la pensée critique des totalitarismes au nom de l'émancipation, à penser au cœur, penser contre soi-même. Oui, penser contre soi-même. La pensée critique reste tout de même relativement en retard dans le monde d'où je viens. Donc, nous avons une très forte propension à critiquer, mais la pensée critique, c'est presque le contraire. C'est se mettre en danger. Et pour se mettre en danger, aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui serait né, comme c'est mon cas, dans une famille chrétienne libanaise, c'est ne pas penser l'avenir des populations. Moi, je dis population plutôt que peuple. Parce que quand vous dites peuple, c'est comme s'il y avait une unité. On ne sait pas de qui on parle. Les populations, c'est le droit à cette fameuse différence qui fait que d'un mètre carré à l'autre, sur un même pays, vous rencontrez des mémoires et des histoires totalement différentes. Et il faut se coltiner cette complexité, qui est écrasante, à vrai dire. C'est pour ça que la seule utopie, à mes yeux, l'utopie n'étant pas pour demain, la seule utopie eût été une région qui aurait réuni tous ces pays dans une mixité. USS. Je l'ai appelé d'après un ami qui rêvait de ça dans le temps. Union sémitique. United Semitic States. Oui, ça serait le rêve. Nous n'y sommes pas, malheureusement. Mais en fait, mon insistance étant de ceux qui ne pensent pas qu'ils doivent d'ici donner des leçons, et qu'on doit apprendre aussi des événements, et Mediapart a énormément accompagné l'espoir des révolutions arabes, et tout en, comme vous, en tenant tous les bouts, et en n'étant pas, contrairement à certains, aveugles. Mais je voulais souligner simplement que partager ce moment encore une fois, parce qu'il y a une histoire particulière de cette dictature issue justement du nationalisme arabe. Le nationalisme arabe à prétention laïque a aussi produit des monstres. Et la monstruosité de Saddam Hussein, mais pire, car les Assad, c'est pire, un demi-siècle, et au fond, une dictature génocidaire de son propre peuple. C'est une histoire qu'il va falloir encore documenter, en espérant que la chute du régime permette de le voir. Et par ailleurs, à l'échelle géopolitique, comment ne pas se réjouir qu'au fond,
et ce sera peut-être des conséquences, hein, comme des répliques d'un tremblement de terre, ce régime tombe parce que 2 autres régimes sont en difficulté, l'un occupé par l'Ukraine, l'autre la Russie et l'autre l'Iran avec son propre peuple, femme, vie, liberté. Et donc, c'est aussi 2 régimes qui oppriment leur propre peuple, qui sont aussi défaits par la chute de cette dictature. Absolument. Voilà, c'était parce qu'ici en France, je ne sais pas comment, vous ne l'avez peut-être pas ressenti, mais ici, tout de suite, on met à distance le monde arabe. Il n'est que terrorisme, il n'est que violence, il n'est qu'horreur. Et donc, au lieu de se précipiter comme on se précipiterait au moment de la chute du mur de Berlin, puis après le capitalisme mafieux est arrivé, mais non, Alors c'est pas tout à fait. là, on regarde ça ici, avec Je vous distance. comprends et heureusement que justement vous faites partie des rares qui mettent en garde contre ce terrible préjugé qui a permis à l'extrême droite notamment, de gagner le terrain qu'elle a gagné. Je vous suis entièrement, mais la comparaison avec le mur de Berlin, je dirais non. Pourquoi? Parce que nous avons au même moment, et quand je dis au même moment, c'est la même heure, c'est à la même minute. Nous avons la joie de voir des proches retrouver les leurs, sortis à l'état parfois d'amnésiques totaux, de prison où ils ont été traités de manière si innommable que nous ne trouvons pas les mots. Il y a ce soulagement doublé de la conscience de ce qu'a été la torture, et il y a en même temps, à la même seconde, Gaza qui continue, et où là, on peut continuer à tuer au même rythme sans plus que ça imprime. Donc nous sommes dans un moment qui demande à ceux qui se servent des mots une vigilance qui fait que, vous savez, une conscience apaisée, est-ce que c'est encore une conscience? C'est ça que je pose comme question. La mienne ne peut pas s'apaiser dans les conditions où nous sommes. Sur Elle ne peut Gaza, pas. vous n'avez cessé de sonner l'alarme, y compris dans un texte très fort qui est paru quelques jours après le 7, enfin quelques semaines après le 7 octobre, le 31 octobre. Et vous n'avez jamais barguigné sur l'antisémitisme, vous avez toujours été en pointe sur tous ceux qui se trouvent des mauvaises excuses au nom de la souffrance qu'ils subissent. Mais vous parlez dès le lendemain, quelques jours, vous expliquez quand même, il s'est passé quelque chose de terrible qui a produit ce 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quelque chose en silence, une décennie après l'autre, au mépris des consciences, à l'abri des regards, un processus de sabotage et de destruction du peuple palestinien qui apparaît avec le recul du temps, et vous le disiez déjà le 31 octobre, avant qu'on parle juridiquement de génocide, de crime contre l'humanité, comme celui d'une épuration ethnique, ce meurtre collectif auquel auront collaboré tous ceux qui l'ont permis ou encouragé, au premier rang desquels une majorité de régimes arabes, et ainsi de suite. Vous savez, 10 ans plus tôt, j'avais publié dans Le Monde un article qui s'appelait Logique d'épuration ethnique au moment de la guerre de Gaza, où je m'en prenais aussi bien au Hamas qu'aux Israéliens. Ce sont des positions qui sont extrêmement inconfortables, mais qui finalement vous donnent le luxe de ne pas passer à côté. Je crois qu'au moment où Assad a été réintégré dans la Ligue arabe et où j'ai aussi écrit un article dans Le Monde, je crois qu'il y avait une telle lassitude que même les plus mortifiés, les consciences les plus résistantes, n'en pouvant plus, en avaient les bras qui tombaient, n'arrivaient même plus à écrire un mot pour dire à quel point c'était une offense, un oubli qui s'est fait en un quart d'heure avec l'assentiment du monde entier. Personne n'a bronché. Personne n'a bronché. On a fait venir je peux le dire, cette ordure. Alors qu'il y a eu les gaz, les massacres. Et on savait pour les prisons. Mais On savait pour les prisons. Vous savez, quand Philippe Jacotet a lu ce livre que vous tenez en main, il m'a écrit une lettre, je ne le connaissais pas, pour me dire, il revenait de Palmyre où il avait vu la beauté des ruines et il était mortifié à l'idée les d'avoir massacres de marché dans cette 1980, beauté sans savoir que sous ses pieds gisaient des corps des fosses torturés communes. et des fosses communes. Et je suis très obsédée par cette question de la
cohabitation de la beauté et de l'horreur. Et c'est ça qui fait que penser est devenu tellement, à la fois, si l'on peut dire, jouissif si on comprend, et douloureux en même temps. C'est les deux. C'est les deux. Vous nous le faites partager bien, très bien. Vous savez, à la fin de Ramanujan, il y a parce que vous disiez, «Les bras nous tombaient» et je pensais à ce mot sur lequel vous terminez ce livre et il y a beaucoup tout le monde l'oublie, mais il y a beaucoup, beaucoup de passagers clandestins arabes dans notre langue française, y compris Marzen, ça donne magasin, magazine, je le rappelle à ceux qui ne le sauraient pas. Mascarade, mascara, ça vient de l'arabe mascara, la mascarade. Et la mascarade, une mascarade, c'est une mascarade. Elle peut être sinistre, la mascarade. Et là, vous dites, l'Occident, n'est-ce pas la mascarade, moins la conscience que c'en est une? Car Absolument. quand même, c'est une honte, cet Occident, vis-à-vis du monde aujourd'hui. Oui, je dirais que l'Europe, là, s'est très mal comportée. Le pardon de bégayer à cet endroit, mais il y a de quoi. Le moment où von der Leyen est arrivée à Jérusalem La pour don présidente de la la Commission présidente européenne. de la Commission européenne, pour donner un feu vert absolu à un régime dont on savait qu'il, commettrait des horreurs. Un soutien Un inconditionnel. soutien Ce inconditionnel. que vous contestez vis-à-vis des régimes arabes, ceux qui voudraient les soutenir Mais au nom de absolument. l'anti-impérialisme ou l'Union soviétique dans le passé, et eux, ils font Exact, cela. ils font cela. Soutien inconditionnel, aveugle. Inconditionnel, Ça inconditionnel. n'existe pas, ça. Non, c'était absolument inimaginable. Et en France, il y a eu vraiment un problème. Par exemple, aux États-Unis, ils ont été beaucoup plus en avance, beaucoup plus de conscience, et même de gens dans la presse, si on accepte 2 ou 3 médias dont le vôtre, il n'y a pas eu vraiment de droit d'expression ici en France, alors qu'aux États-Unis, le milieu des arts, les milieux universitaires, etc., se sont soulevés avec une latitude qu'on n'a pas trouvée ici. Ici, il y a une chape qui me semble aller de pair avec une peur, et celle-là, je suis prête à l'entendre, parce que finalement, la peur, il faut toujours essayer de la comprendre, mais il faut que ceux qui sont saisis par cette peur, au point de devenir négationnistes, c'est-à-dire de même vouloir douter des morts à Gaza, du chiffre, qui veulent des preuves, alors qu'ils ont des images qui sont sans ambiguïté aucune. On est en train de raser littéralement cette bande de Gaza. On veut nier encore ça, mais nous qui nous sommes battus contre le négationnisme du temps de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après, comment accepter qu'aujourd'hui on reproduise? Et actuellement, une équipe de chercheurs sont en train de travailler sur Gaza, 4000 ans d'histoire jusqu'à 1948. Mais c'est édifiant, la richesse archéologique de cette bande de Gaza. Ce n'est pas ce que pensent les Européens, un camp de réfugiés dont finalement ils peuvent partir tranquillement en allant un peu en Égypte, un C'était peu le en cœur Jordanie. du Moyen-Orient, un C'était le cœur, caravansérail, tout absolument. circulait, les commerces, les Absolument. échanges. De l'âge de bronze jusqu'à Bien sûr, 48, bien sûr, c'était... bien sûr. Et il faut lire Ilan Pappé sur tout ça. Nous avons documenté, et maintenant beaucoup de gens le font. Ilan Pappé qui a documenté du côté israélien côté la israélien. Nakba, c'est-à-dire le fait que près de 80% des Palestiniens ont été chassés Bien sûr, de leurs terres à ce bien moment-là. sûr. Vous avez tenu toujours les deux bouts et je voudrais souligner, vous avez fait un texte très très fort que Le Monde a refusé exceptionnellement, alors qu'il vous accueille volontiers, qui a été publié dans L'Orient le jour en mars 2019. Alain Finkielkraut est agressé avec des termes antisémites en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, et vous lui faites une lettre de solidarité et où en même temps vous lui rappelez vos désaccords, en clair sur le fait que lui est enfermé dans un malheur, ce malheur que nous avons, nous, l'Europe, jeté comme un manteau de poussière sur le dos du peuple palestinien, le crime européen contre les Juifs d'Europe. Et vous avez cette phrase que vous adressez à Alain Finkielkraut: pour vous, le temps s'est arrêté au moment où le nazisme a décapité l'humanité. Oui. Je pense que c'est ça, et donc cette mémoire, au lieu de se remémorer, s'est installée dans la répétition. Donc elle s'est fermée au temps. Et le temps ne lui arrive plus.
il est dans un temps arrêté et il n'est pas le seul. Et c'est là que quelqu'un comme Vidal-Naquet a tellement à nous dire, parce que s'il y en a un qui a souffert dans sa chair et dans sa famille Je rappelle de que c'est un l'Holocauste. historien à la fois grand historien de la Grèce ancienne, historien du négationnisme en temps réel, solidaire évidemment et historien qui a documenté la torture pendant la guerre d'Algérie et qui est Parent résistant mort à Auschwitz. et qui a, voilà, et qui est un orphelin de 2 parents qui sont morts dans le génocide. Et oui, alors, si vous voulez, on a quand même heureusement beaucoup de contre-exemples de Finkielkraut. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'entrer en guerre avec tel ou tel intellectuel, mais c'est de dire, écoutez, là maintenant, il y a un principe de réalité. Vous ne pouvez pas continuer à nier le montant d'horreur et de souffrance que vient d'engendrer ce massacre et ce massacre qui continue. On peut, quand on est Charlotte Delpo, que je relisais récemment, avec un livre magnifique qui s'appelle La connaissance inutile. Charlotte Delbo, qui est aussi une survivante Oui, une résistante française. Et survivante des camps de concentration Voilà. nazis, et qui a été, que faites-vous de votre vie? Un très grand poème. Magnifique, magnifique. Et elle Faites dit, quelque chose, au moins, pour que ceux qui sont morts ne soient pas morts pour rien. pour que ceux qui sont morts ne soient pas morts pour rien. Et c'est dans ce même livre qu'elle dit, au moment où elle sort d'Auschwitz avec d'autres, dans l'état que l'on sait, et qu'ils traversent Berlin sous les ruines fumantes. Et elle a cette phrase inouïe dans le livre, j'espère ne pas la modifier. Elle dit: «Nous avions toute notre pitié pour les enfants d'Auschwitz. Ils nous avaient endurcis pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui gisaient sous les ruines. Et combien on la comprend. Et c'est la même qui va être en faveur de la libération de l'Algérie. C'est la même qui va justement comprendre ce que c'est que mourir dans d'autres conditions, elle qui avait vécu l'enfer. Alors là, oui, quand on est en 45 et qu'on sort d'un camp de concentration et qu'on a le courage et l'honnêteté de dire nous n'avions plus d'empathie possible tellement nous avions souffert, là oui. Mais quand on est en 2024 et que l'on ne veut pas prendre le temps d'imaginer ce que c'est que cette souffrance pour l'autre, là ça ne va plus. Et au fond, tout ce que vous incarnez dans vos combats, c'est que seul le présent fait preuve, l'origine ne protège de rien, et qu'on n'est pas héritier d'un malheur éternel. On a rendez-vous avec les autres malheurs, donc avec l'humanité, avec son empathie, avec son indifférence. Vous dites à un moment quelque chose de très fort, puisque vous interpellez cette façon dont le mot antisémitisme est devenu un mot pour exclure. Il faut combattre l'antisémitisme, mais il y a un usage de ce mot qui est devenu un usage totalement démagogique, instrumentalisé. Et vous dites, par rapport à la critique de l'État d'Israël, puisqu'il faut tenir les deux bouts, et il y a une extrême droite israélienne qui est du côté de la tribu, de l'épuration ethnique et de l'extermination de l'autre. Et vous dites, si antisionisme vous dérange, donnez-nous un autre mot. Mais il faut penser les deux bouts. Je combats l'antisémitisme, mais je combats aussi ceux qui se réclament du sionisme, du mouvement national juif, et qui commettent des crimes. Absolument, absolument. Vous avez beaucoup parlé de cela avec cet homme-là, Oui. un grand monsieur, Édouard Saïd, dont tout le monde connaît évidemment un de ses grands œuvres, mais en vous lisant le roman de sa pensée, on revisite une œuvre autrement vaste, puisque c'est lui à qui on doit le concept d'orientalisme, cette façon dont l'Occident, encore aujourd'hui, caricature, folklorise, diabolise, en fait ne veut pas voir l'Orient tel qu'il est. Et dans ce livre, où vous racontez aussi votre très proche relation, voilà, l'affection, il y a un moment très fort où vous dites: «Se préparer à la mort ne sert à rien, s'éloigner non plus. La nouvelle de sa mort, apprise au téléphone, m'a anéanti». Et là, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est combien, en fait, dans ce chemin d'Édouard Saïd, palestinien, vivant aussi aux États-Unis, grand lettré, grand universitaire, grand pianiste aussi, dans cette compréhension de l'aveuglement de l'Occident, il y a
un lien littéraire comme un compagnon secret, qui est d'ailleurs le titre d'une nouvelle de l'intéressé, Joseph Conrad, l'homme au cœur des ténèbres, Earth, Darkness, ce qui a servi pour Apocalypse Now, et Joseph Conrad, qui est un romancier de la Pologne à la France ou à la Grande-Bretagne, qui au fond nous a légué une littérature qui pense au fond l'aveuglement du colonialisme, jusqu'à ce Kurtz exterminer toutes ces brutes. Et au fait, c'est au cœur de l'histoire d'Édouard Saïd, Joseph Conrad. Je ne savais pas ça. Oui. C'était ses premières études littéraires. Oui, c'était ses premières études littéraires et c'est celui qui l'a accompagné de bout en bout. Je crois qu'il n'y a pas un ouvrage de lui qui ne le cite à un moment ou à un autre. Il avait pour sa forme d'écriture, d'intelligence, une admiration immense et en même temps, il le critiquait dans le sens qui était celui de Saïd, qui était de dire que Conrad, malgré tout, partait du principe que la civilisation connaissait une supériorité du côté occidental. Et donc, même Il s'il l'a était en surplomb. critiqué, il était en surplomb. Et donc là, il l'a, si je peux dire, remis à sa place, à sa manière, mais c'était une admiration critique. Vous savez, Conrad, c'était vraiment la morale du faire ce qu'on a à faire. Et pour la résumer en 2 mots, c'est-à-dire vous êtes à la barre d'un navire qu'il faut arriver à bon port et les 2 grands dangers qui guettent en chemin, c'est l'appât du gain et c'est les femmes. Et donc comment cultiver une morale qui vous permette de ne pas, sombrer? Dans le luxe et la luxure, alors, pourrait-on il y dire. a une sobriété derrière tout ça et donc c'est ce combat intérieur aussi qui probablement se retrouvait, chez Saïd. Il y avait, oui, un compagnonnage, très intéressant parce qu'aussi plein d'ambivalence et vous m'avez, gentiment dit que vous pensiez que j'allais vers l'universel, mais je crois que aller, essayer, tendre vers cet universel, c'est constamment préserver son ambivalence. D'où, je dois l'avouer, ma proximité plus grande avec un écrivain plus dur que Conrad, qui est Dostoïevski, parce que chez lui, on n'arrive jamais à bout de cet amoralisme qui fait que notre espèce engendre autant de monstres. Ouais. Mais vous voyez, je pensais on est ici avec toutes ces ambivalences, cette diversité, ces conflits, ces discussions dans ce lieu et au fond, notre conversation, c'est quand même de rappeler, et ici, dans ce pays-ci qui se ferme quand même, et pour moi, c'est une douleur. Un combat, c'est une douleur aussi. Les 2 vont ensemble. Bien sûr, bien sûr, Contre cette fermeture. Combien nous devons apprendre des autres bien sûr. et combien il y a une immense force dans votre roman là, sur la Syrie, où on apprend beaucoup de choses sur les mots et la langue. D'ailleurs, on apprend que le mot pour dire temps est le même en hébreu, zaman en hébreu et en arabe. Ça me plaît aussi beaucoup, ces passages, ces relations. Mais à un moment, un des protagonistes, parlant d'un mort, dit: «Il t'a donné son âge» et Oui. vous dites en arabe, je ne sais pas comment ça se dit, Ataka Hamuro. ça veut dire: «Il est mort» Oui. et je me demande si, quels que soient les désespoirs, quelles que soient les défaites, la vitalité que nous convoquons, intellectuelle, cette richesse, un peu comme les vagues qui s'affrontent à une falaise et à un moment ou à un autre, elles tombent, ne nous parle pas justement d'un monde qui n'aura jamais d'âge, Ah, d'une j'aime forme de beaucoup ça. jeunesse éternelle, Ah, vous j'aime voyez, qui beaucoup ne sera ça. jamais mort. Je suis entièrement d'accord avec vous, entièrement. Et en vieillissant, donc en s'approchant de la mort, cette idée est très réjouissante parce que je vous suis totalement. Sans âge, vieillissant, oui, certainement, mais sans âge. Et il y a dans la joie de comprendre, ne serait-ce que seulement de comprendre, il y a quelque chose qui vous maintient en vie et qui maintient cette jeunesse, quand bien même nous perdons un peu la mémoire, les repères, et cetera. Je ne pourrais pas vous raconter le Moyen Âge aujourd'hui comme j'aurais pu vous le raconter il y a 20 ans. Les dates sont floues, mais malgré tout, on a cette joie de comprendre qui est peut-être plus puissante encore que celle d'avoir raison.
cette joie de comprendre qu'on a vu avec cette jeunesse qui est dans la bibliothèque ici, hein, qui est ouverte et avec cet exceptionnel tour. Donc ils sont là, ils viennent lire, ils viennent apprendre. Dans tous vos textes sur la Palestine, en même temps, ce qui me frappe comme interpellation, et c'est ce que nous vivons depuis 1 an, j'ai écrit un texte à la fin de l'année 2023, Gaza, où meurt notre humanité. Oui. C'est cette question quand même de l'indifférence. À propos de la Syrie, nos amis syriens, démocrates, de gauche, radicalement démocrates, ont parlé d'une révolution orpheline. Je crois que c'est Farouk Mardambey qui avait employé cette formule, et Ziad Majid. Mais la Palestine a été laissée orpheline, là, C'est sûr, elle a été dans une immense solitude. totalement orpheline. Ils ont été abandonnés de tous. Et en même temps, quand je dis ils, j'ai toujours ce problème de savoir ce que recouvre exactement ce pronom, parce que pour moi qui suis au Liban et qui ai vu aussi quand même, et qui ai travaillé dans les camps palestiniens et qui a énormément d'amis palestiniens au Liban, j'ai vu aussi comment des débordements ont pu se faire à l'intérieur des camps, comment des excès ont eu lieu, comment des massacres ont été commis aussi par les Palestiniens contre des chrétiens. Donc on est sommé en permanence de produire non seulement de la nuance. Vous savez, la nuance en arabe se dit farq saghir, ça veut dire petite différence. Et en réalité, aujourd'hui, tout le travail consiste à réintroduire de la petite différence partout, si l'on veut que les grandes différences puissent un jour cohabiter ensemble. Les Palestiniens ont été orphelins, mais dans leur combat, ils ont aussi ils n'avaient pas les moyens qu'il fallait, je suis tout à fait d'accord, mais ils ont aussi fait des erreurs comme tous les régimes arabes, mais avec, pour eux et à leur crédit, de n'avoir pas eu les moyens qu'avaient les autres et d'être partis d'un point infiniment plus douloureux, plus sacrifié. D'un côté comme de l'autre, c'est un de vos textes sur la Palestine, en septembre dernier, les lâchetés solidaires des puissants sont en passe de créer des ouragans de rage. Oui. Tous les destins sont désormais liés, avec pour menace et promesse commune le temps. Chaque jour d'indulgence pour la guerre est un jour de trop pour la survie de tous. Ce texte, et vous parliez du temps tout à l'heure, et je disais que c'était le même mot en arabe et en hébreu, ce texte s'intitule « Benjamin Netanyahou a pris le temps en otage ». Oui, je crois que le temps est vraiment le sujet et que cette rage dont je parle, elle a lieu, l'ouragan a lieu, Edwy Plenel. On est en plein ouragan de haine et de rage. Mais la fatigue est si grande que je dirais qu'il est momentanément sous surveillance de cet épuisement. Mais quand l'épuisement sera parti, je n'ose pas imaginer. Et là, vraiment, si j'étais israélienne aujourd'hui, et si j'ai un message à faire, c'est faites attention, parce que vous êtes en train de semer des potentiels de vengeance qui peuvent être tragiques Mais est-ce qu'on ne peut pour pas... la société israélienne. Et j'ai des amis arabes qui me disent: «Mais pourquoi tu te préoccupes de la société israélienne alors qu'ils sont actuellement aux commandes d'une des armées les plus puissantes qui soit ?» Parce que je reviens toujours à la même chose. Je crois que tant que nous tiendrons, nous, de société à société, à établir des ponts par-dessus les pouvoirs, nous entretiendrons un peu d'espoir. Et je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste tout le temps que vous voulez. Mais vous savez, je suis tombée l'autre jour, elle n'a rien d'extraordinaire cette phrase, mais elle me convenait tellement que je me suis dit, je voudrais pouvoir la dire dans notre entretien. Elle est de Canetti et il dit Elias Canetti. « Tant qu'il y aura de par le monde des gens sans pouvoir, je garderai de l'espoir. » Eh bien, moi, je vous dirais que c'est de ce côté-là que je me situe. Vous l'expliquez. C'est l'utopie dont vous parlez, c'est une utopie qui réclame une hauteur d'astronome et une austérité de moine.
bien sûr qu'il faut être sur les bords et puis, il y a une image, vous parliez justement de toutes ces choses infimes, en clair, contre les logiques de pouvoir, contre les logiques du grand un et du grand même, de la puissance, Absolument. puissance de l'identité, puissance du pouvoir, bien sûr. Or, dans vos multiples activités, il y en a une qui est parlante, qui n'est pas seulement écrire des essais, écrire des articles, écrire des romans. Vous vous occupez, vous avez créé dans le nord-est du Liban un atelier de tissage avec des femmes de Alors, merci de le mentionner, mais il faut que je corrige. oui, Je n'ai pas créé, il y avait un atelier de tissage qui se trouvait effectivement dans le nord, à Aïssel, qui avait été une ville occupée par Daesh, puis libérée en 2014. Et il y a là un groupe de femmes extraordinaires qui faisaient un travail de tissage. Mais nous avons été, une amie et moi, à leur secours, si je peux dire, pour les aider à développer ce sous travail. forme non lucrative, hein, Sous une forme bien sûr ONG. non lucrative, mais c'est surtout un atelier. Celui-là a été créé à Beyrouth, dans la banlieue de Beyrouth, avec des réfugiées syriennes, palestiniennes, irakiennes et Un des autre Libanaises. atelier en C'est un plus. autre. D'accord. Et dans cet atelier de femmes, effectivement, j'ai beaucoup appris parce que les trois quarts sont voilées de la tête aux pieds. Elles tiennent tous debout grâce à la religion, c'est-à-dire que si vous leur enlevez cette relation, je dirais, Un au-delà de soi-même. mais constante. Elle est au détour de chaque phrase. Elle est, au détour de chaque point d'aiguille dans le tissu. Donc il faut l'accepter, cette omniprésence de Dieu. Pour quelqu'un qui est, comme moi, essayé de mener sa vie, sans, je veux dire, sans en attendre, autant, eh bien, ce n'est pas facile, mais ça m'a appris. Ça m'a appris justement dans mon rapport, notamment à l'islam, ce qu'ici on a un mal fou à comprendre, c'est que quand on arrive à un tel degré de dépossession, de pauvreté, d'humiliation, heu, sans ce recours à Dieu, on n'existe plus. Et ces mêmes femmes que je viens de retrouver avant de venir vous voir ici à Beyrouth, après la tombée de ce régime de Assad, j'ai été les voir. J'ai vu des êtres transfigurés par la joie, mais c'est-à-dire à un point que je ne reconnaissais presque plus le regard, parce que tout d'un coup, 50 ans à ne pas oser parler à voix haute, de peur d'être compris, même pas entendu, et tout d'un coup pouvoir articuler et dire des choses aussi simples que je vais pouvoir de nouveau retourner planter des tomates et des pommes de terre. Alors moi, c'est vrai que de travailler avec ces femmes et de faire en même temps de belles choses, ce qui est quand même pas, désagréable quand on vit dans un milieu aussi délétère, ça a été, je crois vraiment une histoire de bonheur réciproque. Et le dénouement maintenant de me dire que peut-être de les avoir aidées pendant ces dernières années, avant de pouvoir rentrer chez elles, voilà, ça fait partie des vraies satisfactions, de ce travail de colibri. Ouais, et dans un article que vous avez fait, vous racontez un moment où est-ce qu'il y a de la religion? Est-ce qu'on va mettre des lieux de culte dans une tapisserie? Et finalement, il y en a une qui dit: «Ah ben s'il y a une mosquée, s'il y a une église, il faut aussi qu'il y ait une synagogue». Enfin, vous vous racontez, tout cela et j'ai beaucoup appris de vous, hein, en préparant cette émission et notamment aussi ce fait qu'en arabe, c'est le même mot qui veut dire et je pense à ça sur, tisser, c'est fédérer, c'est relier et c'est en même temps être patient, être précautionneux. Or, c'est le même mot en arabe qui dit, et ça m'a la solitude et l'union Et l'unité, et oui, l'unité, c'est la solitude et al-wahda, l'unité et c'est le al-wahda, même mot. et c'est le un. C'est très impressionnant, et c'est, je crois, quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup chez les mystiques, arabes, que ce soit Ibn Arabi ou Hallaj ou Ghazali ou Nifari. Ce sont de grands esprits qui ont beaucoup travaillé sur l'unicité, du monde et l'unicité de Dieu, en quoi d'ailleurs ils ne sont pas sans rapport avec des successeurs comme Dante ou ensuite même,
la musique de Bach, c'est-à-dire une appréhension du monde où l'universel devient véritablement cosmique et donc où l'homme seul porte en lui, la Le totalité, tout et la partie, le tout et la partie. c'est Pascal, hein, Alors c'est, je dirais, peut-être plus Spinoza, Oui, peut-être plus Spinoza que Pascal. bien vu, nous Oui, préférons aussi. oui, Voilà. je Mais crois. en effet, nous sommes, ouais, à la fois un tout, une partie, un bout et dans tous vos compagnonnages et donc vous êtes en Beyrouth, vous êtes revenu, vous avez vécu à Paris, vous avez vécu à Rome un temps, vous avez un petit repère sur une petite île turque aussi, hein, d'après mes renseignements et vous avez une histoire qui est celle de ce monde puisque votre mère est d'une famille d'Alexandrie, hein, donc tout ça, voilà, pour dire combien tout ça se déplace. Vous lui avez consacré un très beau livre, vous avez connu Jean Genet et ce livre, Le crime de Jean Genet. Et dans ce livre, je voulais vous faire réagir parce qu'il y a une bonne amie commune qui souffre beaucoup, qui est Leïla Chaïd, qui a été longtemps la voix de la Palestine ici en Europe et en France, et qui est évidemment désespérée de tout ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Il y a Jean Genet. Alors, dans ce livre, on découvre, ça fait écho combien vous racontez comment Jean Genet, par sa solidarité avec la Palestine, a tout d'un coup compris vraiment la question de l'égalité, hein. Une vie est une vie, un autre est un autre. Je Vous dirais que c'est plus par Giacometti que par la oui, oui, Palestine. mais Mais bon, peut-être, mais vous le en fait, c'est peut-être oui, moi qui oui, fais des additions trop parce que rapides. Jean Genet avait quelque chose d'un peu partisan. Oui, Tous mes amis palestiniens, y compris Adouad Saïd, Leïla oui, Chahid, Elias Sambar, et cetera, avaient, je disais, prenez Jean Genet en bloc, parce que c'était quand même merveilleux d'avoir un écrivain de sa trempe venir au secours d'une les cause Fidaïn. aussi orpheline. Mais moi, Vous le prenez en détail. qui suis un peu l'emmerdeuse de service et qui les ai parfois un peu bousculés et agacés très certainement, j'ai quand même aussi, et ça a agacé même Jean Genet. Je lui avais dit un jour, j'ai découvert quelque chose. Il m'a dit, je ne suis pas l'Amérique et tu n'es pas Christophe Christophe Colomb. Colomb. Donc il a pris une petite revanche Oui. à un moment donné. Vous allez la lire, elle est dans le livre. Savez-vous, avait-il demandé, quelle est la différence entre Leïla Chaïd, dont nous venons de parler, et Dima, qui est comment vos amis proches vous appellent. Donc, il s'agissait de mon amie Leïla Chaïd, écrivez-vous, et de moi-même. Quand la foudre s'abat sur elle, Leïla la secoue comme des miettes sur son tablier, tandis que Dima, la foudre que personne n'a vue venir, elle l'attire dans son tablier. Est-ce toujours vrai? Vous savez, peut-être que d'avoir attiré la foudre a créé entre moi et ce grand danger une familiarité qui m'a partiellement vaccinée et qui me permet aujourd'hui d'encaisser ce qui nous arrive et qui est de l'ordre du désastre, avec un calme que je n'aurais pas eu il y a 20 ou 30 ans. Et peut-être que ma chère amie Leïla, qui effectivement avait un optimisme que je n'avais pas, avait une capacité à penser que le problème serait facilement résolu, quand bien même ce serait la foudre. Là, l'accumulation des déceptions devient plus dure parce que effectivement, on a rêvé davantage. Moi, je suis une grande rêveuse, mais je place mon rêve à un plan plus individuel. Au plan collectif, je veux rester engagée, mais je ne crois pas que j'ai autant que tous ces amis que j'ai cités et qui sont des êtres, supérieurs, je n'ai jamais pu avoir, autant d'illusions qu'eux. Donc je suis en quelque sorte aujourd'hui peut-être un peu moins décomposée. Peut-être est ça le vrai chemin de résistance. Moi, j'aime dire que l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. J'aime beaucoup ça. C'est qu'en s'inquiétant, justement en se disant pas tout va bien ou tout va s'arranger, qu'en fait on fait face. Nous avons eu, nous aussi, dans notre culture arabe, et ça faisait partie de, je dirais, ça fait partie du charme de cette culture, qui est cette envie d'y croire. Et l'envie d'y croire, après tout, c'est la vie.
Donc moi, j'ai toujours été attirée par des êtres qui étaient l'inverse de ce que je suis, c'est-à-dire qui étaient emportés par cet enthousiasme. Et je l'aime, cet enthousiasme, mais je ne peux pas dire qu'il soit ma manière à moi de regarder l'histoire se dérouler. Quand le maoïsme, quand mes amis partaient en Chine à 18 ou 20 ans et revenaient enthousiastes, ils tombaient sur cette Dima qui leur disait: «Mais enfin, quelle Chine avez-vous vu?» etc. Évidemment, j'étais pas toujours bienvenue dans le cercle des militants et encore aujourd'hui, je ne le suis pas. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui suis en réalité dans une position très luxueuse, qui est celle précisément, de me payer la possibilité d'aller dans tous les coins. C'est pas confortable, mais c'est luxueux, et ça ne plaît pas. Vous savez, moi, j'ai pas pu rester aux éditions du Seuil parce qu'on disait: «Elle est inclassable». Alors, évidemment, être inclassable, c'est plutôt un compliment, mais quand vous devez le vivre C'est inconfortable aussi. quand vous devez le vivre un manuscrit à la main et qu'on ne vous publie pas, c'est plus compliqué. Oui, mais vous connaissez l'origine du mot scrupule, hein, un petit caillou, c'est en latin, un petit caillou dans la chaussure, hein, qui dérange. Je voudrais terminer en citant un proverbe que j'ai découvert par vous, c'est à la fin de votre interpellation à Alain Finkielkraut. C'est un proverbe igbo, donc nous sommes au Nigeria Je le et dois à une grande amie, Sophie Bessiste, avec bien qui j'ai une grande voilà, complicité voilà. intellectuelle. Le monde est comme un masque qui danse. Pour bien le voir, il ne faut pas rester au même endroit. Éloge du déplacement, refus de la tribu, de l'assignation à Absolument, résidence. absolument. Ben, merci Dominique Hédé de nous avoir déplacés. Merci C'est beaucoup. moi qui vous Merci remercie et énormément. shukran. Shukran Fond du cœur. elak. Shukran elak. Mediapart.